There we go. Good afternoon, everyone. My name is Eliza, and I am the president of the Communication Graduate Student Association. Welcome to the Communication Lecture Series. I will be your moderator for this event today. I'd first like to acknowledge today as the National Day for Truth and Reconciliation. We honor the lost children and survivors of residential schools, their families, and communities. Bonjour à tous et toutes, je m'appelle Lisa, puis je suis la présidente de l'Association des étudiants diplômés en communication. Bienvenue à la série de conférences sur la communication. Je serai votre modératrice pour cet événement. Je voudrais tout d'abord souligner qu'aujourd'hui est la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Nous rendons hommage aux enfants perdus et aux survivants des pensionnats, à leurs familles et à leur communauté. So for our first lecture series event of the new semester, we have with us this afternoon, Dr. Florian Grandana, a full professor in the Department of Communication, and Jennifer Dumoulin, a PhD candidate also in the Department of Communication. Each will make their presentations, followed by an opportunity for you, our guests, to pose any questions that you may have. Alors, nous commencerons par le professeur Grandina. C'est à vous. Merci Elisa. Je ne suis pas full professeur encore, je suis professeur agrégé uniquement, mais peut-être que ceci viendra bientôt, qui sait. Merci. Je m'excuse. Absolument aucun souci. Donc je vais partager mon écran et lancer ma présentation PowerPoint. Excusez-moi. Je ne vois pas du tout. Voilà. Donc, bonjour à tout le monde et merci donc aux organisateurs, aux organisatrices pour avoir mis sur place cette série de petites présentations de conférences. Et merci à celles et ceux qui se sont inscrits pour venir nous écouter. Je voudrais présenter très rapidement donc, ce projet ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc en fait, c'est un projet un petit peu atypique pour moi parce que généralement, je travaille uniquement sur la télévision, et sur le cinéma. Et il s'agit d'un projet sur la télévision et sur la temporalité et sur les structures narratives d'une perspective affect queer, théorie queer. Donc il s'agit d'un projet un petit peu, entre guillemets, alternatif pour moi, qui est en fait le résumé d'un article qui sera publié donc l'année prochaine. Donc j'ai essayé de résumer mon article aussi bien que possible en faisant des coupes parfois assez cruelles. Donc j'espère que je n'ai pas trahi le sens et la logique de mon texte réellement. J'espère que tout est clair et cohérent, mais je pense que si vous avez des questions, on aura un moment à la fin de la présentation ou des présentations pour échanger si vous le désirez. Donc le titre à présent donc, de ma présentation est Temporalité dans American Horror Story. La télévision mainstream est devenue presque insaisissable tant les protocoles d'utilisation et de visionnement de celle-ci ont été chamboulés au lendemain de son déploiement exponentiel de gadgets et d'appareils de visionnement numérique. La définition de la télévision ne peut être réduite à l'utilisation d'un appareil précis, à savoir le poste de télévision qui a longtemps été un point de ralliement pour la famille dans un lieu précis, le salon ou autre. La télévision posséderait encore une essence, et ce malgré le passage à partir des années 2000 à la télévision post-network. L'identité de la télévision dépendrait donc d'un ensemble de pratiques socio-culturelles associées à l'action de regarder la télévision. De plus, la télévision américaine contemporaine, qui m'intéresse dans ce projet, s'appuie sur des règles de fonctionnement et de compétition radicalement transformées depuis les années 2000. Par la démultiplication de chaînes numériques, entre autres, mais aussi par un public compris non plus comme un auditoire de masse, mais au contraire comme un ensemble de publics cibles, dont celui défini de façon très large et vague, mais aussi problématique, comme le public queer. Donc,
une de mes questions dans ce projet de recherche, c'est s'il y a un public queer, peut-on parler pour autant d'une télévision queer comme on parle communément de cinéma queer? Et à quoi ressemblerait, s'il existait, cette télévision queer? Donc, la télévision queer peut regrouper un certain nombre de paramètres distincts, mais pas nécessairement exclusifs. Une série, par exemple, peuplée de personnages appartenant à la communauté queer. La mise en scène de situations soi-disant caractéristiques des personnages en question, comme par exemple un récit de coming out. Une forme narrative et télévisuelle cherchant à queeriser les conventions et traditions formelles dominantes ou narratives. Et enfin, un public cible queer, la segmentation du public étant un aspect important de la télévision états-unienne contemporaine. Mais, une télévision queer pourrait-elle même exister quand nous savons que le queer se vit, se fait et se défait à partir des marges? Queer et télévision ne seraient-ils pas alors des termes antinomiques puisqu'elle, la télévision, était inévitablement ancrée dans le mainstream économique, idéologique, technologique, culturel? Le queer peut-il neutraliser la nature déstabilisante et dérangeante du queer? Le queer est circonstanciel, il se définit dans sa dialectique avec les idéologies dominantes et plus précisément, dans le cas de la télévision, le mainstream. Ce dernier repose entre autres sur des normes chrononormatives et chronobiopolitiques exigeant des individus à ce qu'ils se plient à des activités et une organisation du temps professionnel, social, familial, culturel, donnant l'illusion d'une communauté cohérente. Et là, je me réfère au livre de Elizabeth Freeman, Time Bends. Pour ne pas s'assujettir totalement à l'Église cathodique normative et à l'engoncement total dans les normes et les formules, la télévision peut au contraire revendiquer le fluide et l'anormal, entre guillemets. C'est ce que Ryan Murphy et Brad Falchuk tentent de réaliser avec leur inépuisable série American Horror Story, d'atteindre une cacophonie narrative et temporelle dont la cohésion dépend en partie d'un affect souvent sombre et intense, dominé par une expérience aiguë de la blessure et du trauma. Donc, American Horror Story queerise le format de la série télévisuelle de diverses façons. Donc, il existe jusqu'à maintenant 10 saisons de American Horror Story. La dernière, Double Feature, commence à Provincetown, c'était une histoire de vampire, et uniquement la moitié de la saison a été diffusée jusqu'à maintenant. Nous avons ici sur l'écran donc la liste des saisons précédentes. Donc, toutes ces saisons privilégient un ancrage dans l'excès par le biais d'images et de thèmes souvent hérités du cinéma gore et érotique, mais aussi un rendu temporel privilégiant la fragmentation et la confusion, les allers-retours fréquents entre passé et présent, entre mythes anciens ou urbains, et un présent dystopique crispé autour d'événements traumatiques. En l'occurrence, la 4e saison de American Horror Story, Freak Show, est représentative des stratégies narratives, thématiques et esthétiques menant à une queerisation relative du format conventionnel de la série télévisuelle, mais aussi de l'innovation et l'évolution de la télévision contemporaine à laquelle correspond une nouvelle dialectique de qualité s'étant mise en place avec des œuvres s'éloignant des formules classiques. Et là, je cite Maigret et Soulaise. Donc, cette saison, la 4e, met en scène une groupe de monstres, entre guillemets, ils se décrivent eux-mêmes comme monstres, comme freaks, des individus creep ou avec des attributs corporels atypiques qui leur permettent de se détacher de l'idéologie patriarcale et capacitiste dominante. Ainsi, trouvons-nous dans ce groupe hétéroclite Ethel Darling, la traditionnelle et incontournable femme à barbe, son époux, Bell Toledo, l'homme le plus fort du monde, soi-disant, leur fils, Jimmy Darling, qui est atteint de syndactylie, Désirée Dupré, la femme à 3 seins,
et les sœurs siamoises Beth et Dot Takla, qui est interprétée réellement par la même actrice, Sarah Paulson. Ah, mon chien est en train d'aboyer, excusez-moi. La troupe bigarrée, qui ne remporte plus de succès depuis quelque temps déjà, est, elle, dirigée par Elsa Mars, interprétée par Jessica Lange, qui est une Allemande dans le déni de sa gestion déficiente et elle-même amputée en dessous des 2 genoux, un secret qu'elle tient longtemps caché grâce à l'utilisation de prothèses en bois réalistes. C'est Freak Show. Excusez-moi. Le bonheur de faire des présentations en ligne. Ça sera enregistré pour la postérité, bien, et c'est ma fille, voilà. Donc, c'est Freak Show, peut être considéré comme queer, c'est donc entre autres parce que la majorité de ces personnages défient les catégories identificatoires dominantes, tout en refusant de se définir eux-mêmes autrement que comme freak, revendiquant fièrement leur atypisme et leur appartenance salvatrice à un sous-groupe et une sous-culture, faisant écho directement aux communautés et aux cultures queer. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment le traitement du temps qui est vraiment représentatif de l'aspect queer de la série. Donc, le traitement temporel de Freak Show cherche aussi à brouiller les pistes et à tromper les attentes de lecture facile. Cette saison de American Horror Story recherchant sciemment à déstabiliser son public par le biais d'une complexité narrative proche de la cacophonie et de temporalité kaléidoscopique. Dans son article « Jeux et enjeux du récit dans American Horror Story », Hélène Monet-Montagrel décrit les différentes façons dont le récit s'éloigne d'une linéarité conventionnelle et met à mal tout autant certains préceptes narratifs que le format de la série traditionnelle. L'auteur parle ici d'une anthologie narrativement feuilletonnante qui assure à la fois la règle de clôture du récit et une forme de continuité entre les saisons qui la rapproche du feuilleton. Et donc, je vais citer ici Monet-Montagrel. Donc, American Horror Story adopte le format de l'anthologie qui consiste en un regroupement d'histoires uniques organisées autour de personnages et cadres spatio-temporels différents. Sous la bannière d'un même titre et d'un même générique, ce recueil trouve son unité dans l'exemplification d'un genre qui est ici l'horreur. Le récit principal donc, de toute la série et de cette saison, bien sûr, est en effet marqué par la superposition de trames narratives et l'enchevêtrement de micro-récits horrifiques souvent racontés par des flashbacks et conçus comme des mini-films quasi autonomes à l'esthétique et au ton tranchant, parfois radicalement avec le reste de l'épisode, demandant ainsi un engagement certain de la part des spectateurs et spectatrices. Ainsi peut-on prendre comme exemple le flashback cauchemardesque, mêlant explicitement sexualité et horreur, renvoyant les spectateurs à la République de Weimar, telle que racontée par Elsa Mars, amputée des 2 jambes, préparez-vous, à la tronçonneuse lors du tournage d'un snuff movie. C'est aussi par le biais d'un montage haché et une mise en scène tourmentée que cette séquence véhicule un sens aigu du chaos et de la douleur. Les plans sont très brefs et s'enchaînent frénétiquement en une suite ponctuée de mini-moments paroxystiques. Images griffées et abîmées, parfois désaxées, misant sur la tension graphique entre plans moyens et gros, très gros plans, en l'espace bref de quelques secondes, images en noir et blanc ou dans des couleurs ternes et passées, favorisant souvent les contrastes et les tensions violentes et marquées. Il s'agit là de plans et d'une esthétique du conflit à l'opposé de l'esthétique de la saison qui favorise les couleurs vives et vibrantes à cause du thème du cirque, se référant tout à la fois à une temporalité soi-disant révolue. La séquence du snuff movies a lieu en Allemagne en 1932, mais aussi par le biais de son esthétique du tourment à la représentation fictionnelle de l'horreur sur petit et grand écran états-unien.
Aussi tiraillé entre le cadre temporel de la séquence 1932 et ses références visuelles internes, cette séquence est représentative du traitement temporel de Freak Show qui se plaît à refuser à la fois la lisibilité narrative et la scopophilie télévisuelle. En effet, l'utilisation du flashback du trauma, je dirais du flashback traumatisant dans ce cas, est symptomatique des enjeux d'une tendance au sein de beaucoup de séries américaines qui consiste à faire dépendre le récit de flashbacks dramatisés qui instaurent un décrochement spatio-temporel clairement identifiable et expriment une difficulté à élaborer des événements du passé. Donc, tous ces nombreux flashbacks, tous ces retours en arrière, les tentatives de brouillage temporel dans la saison 4, sont indicatifs de la place qu'occupe le trauma et des cadres temporels multiples qui font de la série une œuvre en retrait d'une chrononormativité narrative, un récit permettant au spectre du passé de revenir sans crier gare, de façon insidieuse et violemment compulsive. C'est bien la hantise, mot qui revient 3 fois dans la situation suivante de Monet Montagrel, qui sous-tend toute la série. Récit de hantise. American Horror Story est un récit hanté par d'autres récits, issus plus particulièrement de la sphère médiatique, télévision, cinéma, musique, mode. Peut-être nostalgique, cette boulimie de la référence vise surtout à mettre en doute la capacité du récit, notamment audiovisuel et médiatique, à pouvoir déboucher sur une individuation et aboutit à une hantise du récit. Ici sont donc soulignés 2 aspects importants de la série, à savoir son rapport à une temporalité non traditionnelle, donc celui de la hantise, et un récit déstabilisé et parcouru de soubresauts et de mini-boursouflures narratifs, de digressions temporelles, contribuant à la mise en place d'un récit masochiste. Vous avez la définition du récit masochiste là, explicitant certaines des motivations des personnages. Des parenthèses intenses ou cauchemardesques qui sont autant de manifestations du trauma en lien direct avec le statut d'individu minoritaire tel que celui des monstres dans Freak Show. Le récit de Freak Show emprunte certains de ces thèmes et de ces conventions esthétiques et narratives aux films d'horreur et souligne fréquemment l'aliénation sociale et personnelle de ces personnages queer. Il s'agit là d'un récit du trauma et du stress post-traumatique ou même d'un récit par le trauma et par le stress post-traumatique qui force Elsa Mars et sa troupe à vivre dans plusieurs temporalités simultanément. Ici, l'événement traumatique, qui par définition n'est pas complètement vécu comme passé, réapparaît brutalement dans un présent qui s'en trouve ainsi contrarié, modifié, parfois enrichi. Le récit de la saison 4 s'en trouve fragmenté et chaotique même, suivant des chemins de traverse surprenants plutôt qu'une route plus linéaire et réconfortante, et témoigne de l'imprégnation profonde d'un intense sentiment de perte et de chaos, d'un affect fondamentalement queer. Et de nouveau, là, je me réfère directement au livre de Freeman, Time Bands. L'affect queer s'appuie souvent sur des moments intenses de mélancolie et un puissant sentiment de perte de sa communauté d'origine, l'Allemagne, et d'un corbeau non mutilé dans le cas d'Elsa Mars, de deuil, de stigmatisation, de douleur, de la peur d'être découvert pour certains personnages de la saison, donc certains personnages qui vivent leur sexualité en secret, ou l'impossibilité de vivre et de communiquer dans ses propres termes, ce qui est le cas de tous les freaks, donc la possibilité de communiquer au sein du groupe dominant. Donc, les productions culturelles queer telles que Freak Show véhiculent souvent de telles émotions complexes et difficiles, j'ai perdu ma ligne, voilà, hérité de discours discriminants, discours médicaux, sociaux, culturels, politiques, et constitue une archive de l'affect queer. Étant donné que l'histoire de la représentation dans le monde occidental est littéralement encombrée des cadavres des déviants, il nous faut comprendre Freak Show comme un immense cimetière cathodique où les défunts et les défuntes ne cessent de remonter à la surface pour mieux hanter notre présent et le déstabiliser durablement afin de lui donner une signification
ou enfin de lui redonner une signification. Donc toute cette spectralité s'exprime de diverses façons dans Freak Show. Le corps de certains personnages est marqué profondément et littéralement dans leur chair par cette spectralité. Comme je l'ai dit donc une ou deux fois déjà, Elsa Mars a perdu ses deux jambes pendant un snuff movie. Jimmy Darling, atteint de syndactylie, subit un corps analogue quand Stanley, un individu vénal, décide à s'enrichir en vendant les corps de freaks à un petit musée des horreurs locales, ampute le jeune homme de ses deux mains. S'il ne semble pas vivre du syndrome du membre fantôme à proprement parler, Elsa et Jimmy Darling ne cessent de revenir à ces membres qui leur manquent au point de les recréer sous la forme de prothèses de bois hyper réalistes. Elsa, qui dissimule son handicap à toute la troupe, retrouve ainsi des jambes parfaites, tandis que Jimmy Darling a de nouveau ses mains avec syndactylie presque identiques. Donc, nostalgie d'un passé non pas parfait, mais supportable, où le lien réel et symbolique avec la communauté d'origine n'était pas entravé durablement par le marquage dans la chair. Et c'est entre autres dans le dernier épisode, épisode 13, de Freak Show, que les temporalités se télescopent par le biais de la présence de revenants et d'un ailleurs ne dépendant d'aucune des lois du présent chrononormatif capitaliste auquel se plie Elsa pendant quelques années, un espace-temps autonome et non classifiable, à interpréter symboliquement et à sa façon queer l'au-delà. Donc, je vais essayer de décrire rapidement donc, certaines scènes de ce 13e épisode. C'est un peu mon étude de cas, hein, réellement. Donc, dans cet épisode, Elsa apparaît plus aliénée et en détresse que jamais. Mais elle connaît une forme de rédemption en regagnant un au-delà utopique, à savoir en retrouvant le cercle enfin reconstitué et tous les freaks qui ont été donc assassinés par un jeune bourgeois qui a racheté donc, le cirque en question. Donc deux personnages pourtant décédés, le clown Twisté et transcendant la mortalité ou les âges, Edward Mordrake, dont je vais parler dans une seconde, délivre Elsa Mars du monde artificiel et profondément aliénant de Hollywood. Donc, je vais présenter Mordrake et je reviendrai un petit peu à l'histoire même d'Elsa. Alors, Edward Mordrake est en fait un mythe urbain, hérité donc de l'époque victorienne, qui un mythe au sujet d'un aristocrate britannique censé avoir vécu au XVIIIe siècle et atteint de driposopie, à savoir une duplication crâno-faciale. Le jeune homme aurait possédé un deuxième visage situé à l'arrière de la tête, un visage capable de rire ou de pleurer, mais aussi de supputer des choses assez horribles à Mordrake jusqu'à l'acculer au suicide à l'âge de 23 ans. Dans American Horror Story, dans Freak Show, on a accès à l'histoire de Mordrake, bien sûr, par le biais d'un flashback. Donc, après un séjour forcé à l'hôpital imposé par sa famille, Mordrake prend part à un Freak Show lui-même. Cependant, il va tuer la troupe entière le soir de Halloween et il se pendra. Dès son apparition dans l'épisode 4 de la saison, Mordrake ressent à distance les affects particulièrement intenses des personnes qu'il rencontre et il tue celle ou celui qui remporte la palme du plus malheureux et lui dérobe son âme afin de recréer une nouvelle troupe dans l'au-delà. Donc, c'est le deuxième visage ici qui fonctionne comme un détecteur de mensonges. C'est lui qui aide Mordrake à sélectionner les personnes les plus malheureuses. Et c'est lui qui pousse les personnes interrogées à énoncer leur malheur, à exprimer leurs sentiments d'humiliation, de honte et ou de culpabilité. Donc, la relation de Mordrake au vivant rencontré consiste à faire réapparaître dans le présent donc le trauma, à faire revenir, à reconnaître finalement la cicatrice émotionnelle, la puissance affective et perlocutoire du passé dans le présent. Là, je reviens donc vraiment à Elsa Mars. Au moment où elle rencontre Mordrake,
Elsa Mars travaille donc à Hollywood. Elle travaille pour la télévision donc américaine. Donc, elle met littéralement son talent, sa personne, au service de la machine à profit télévisuel. Elle est fortement accablée par la facticité de sa vie. Elle a obtenu, entre autres, grâce à une rencontre opportune avec son agent qui devient son époux, la célébrité, la reconnaissance sociale et le confort matériel. Cependant, son aliénation personnelle, son mariage est un mensonge et un échec, son aliénation professionnelle, elle est forcée d'enregistrer des publicités, sont si fortes qu'elle empêche la femme d'atteindre toute forme de satisfaction et de bonheur authentique. Aussi, après avoir capitulé face à son producteur, l'ayant intimidé suite à la découverte du snuff movie horrifique, dans lequel elle a perdu ses 2 jambes, Elsa est contrainte d'enregistrer une émission spéciale pour la soirée de Halloween, ce qui, elle le sait, aura pour effet d'invoquer le spectre d'Edward Mordrake. Edward Mordrake va vouloir ensuite réclamer son âme. Elsa désire abandonner définitivement la chrononormativité télévisuelle et capitaliste, par extension la culture hétéronormative et ses structures temporelles favorisant la linéarité et la séquence logique conditionnant l'expérience humaine même et les exigences de rendement calibrées en un temps et un espace dûment défini et imposé. Oui? Quelqu'un me parlait peut-être? Non, ok. Donc, et pour exprimer ce rapport conflictuel au présent et ce désir d'affranchissement, les créateurs de American Horror Story vont placer Elsa au sein d'une cacophonie temporelle. L'une des dernières scènes de l'épisode fait un clin d'œil entre asynchronisme et anachronisme à David Bowie, l'une des icônes pop ayant incarné de façon ludique et flamboyante la rupture d'avec la culture moderne. On y voit Elsa Mars chantant Heroes, soit 17 ans avant que la chanson ait été écrite et enregistrée par Bowie, mimant le chanteur par ailleurs dans la vidéo du même nom. Et interpellé en cette journée d'Halloween par le chant d'Elsa Mars et les mots de Bowie, Edward Mordrake apparaît alors accompagné de Twisted et de quelques autres freaks spectraux. Voilà. Reconnaissant enfin la grande souffrance d'Elsa, il poignarde la femme qui est emportée dans l'au-delà. Là, elle retrouve le chapiteau du cirque qui abrite la troupe, sa troupe de freaks précédemment assassinés par Dan DeMott, que vous voyez ici prendre un bain de sang. Dan DeMott, qui était donc ce jeune bourgeois qui voulait racheter donc absolument donc la troupe, le cirque, et qui finira par tuer 25 personnes dans la série. Donc Elsa est accueillie donc dans cet au-delà chaleureusement par tous les freaks qu'elle retrouve. Elle comprend que sa vraie famille est là, dans une autre dimension, loin de la chrononormativité, de la temporalité télévisuelle et capitaliste, loin des cadres rigides, patriarcaux, capacitistes, qui exigent entre autres que tous les corps soient solubles dans la sexualité et l'économie dominante. Ainsi, au sein d'une même séquence se mêlent diverses références intertextuelles explicites indiquant la non-conformité temporelle du récit postmoderne de Freak Show. Se côtoie un mythe victorien, donc celui de Mordrake, les années 60, qui sont la dernière décennie que connaît de son vivant donc Elsa, et les années 70 par le biais de la figure queer tutélaire et libératrice de Bowie. Je conclus. Donc, la temporalité kaléidoscopique et chaotique d'American Horror Story, ce lien tenace et complexe entre passé et présent, permet à la plupart des freaks de trouver ou de retrouver leur place et leur rôle au sein d'une communauté détruite ou reléguée dans les replis d'un passé abject, mais ensuite reconstituée partiellement par le biais de transfiliation spectrale. En effet, tous les freaks de la saison 4 sont abandonnés ou séparés de force de leur famille et ne doivent leur salut réel ou symbolique qu'à la constitution d'une collectivité alternative faite d'esprit. Il y a là une profonde déstabilisation de la continuité temporelle inhérente, d'une part, à la culture patriarco-familiale et à la généalogie traditionnelle basée sur le lien du sang, et d'autre part, du récit télévisuel qui s'appuie généralement sur des développements et des progressions narratives plus lisibles et accessibles, favorisant un prolongement entre saisons et la survie des personnages principaux.
Et si la télévision des créateurs de American Horror Story est queer, c'est parce que celle-ci se place de façon insaisissable dans une temporalité qui ne ressemble à aucune autre. Merci. Merci beaucoup. C'est une présentation très intéressante et informative en plus. So we will now hear from Jennifer before moving on to our question period. So Jennifer, the floor is yours, and I will pull up your slides. Thank you very much, Liza, for doing that. I really appreciate it. All right. Good afternoon, everybody. My name is Jennifer Dulane, and I'm a PhD candidate in the Department of Communications. I'm in my final year of study here, and this presentation is a dry run, let's say, of my dissertation defense, which I hope to be completing shortly. So the title of my research project is Humanizing the AIDS Monster, exploring the role of metaphors and storytelling as a health communication intervention strategy for challenging counterproductive stigma outcomes experienced by those living with chronic transmittable illness and disease. As I mentioned, this is my doctoral research project, and I am being supervised by Professor Florian Grandana, who we've had the pleasure of just hearing from. So I'd like to explain to you a little bit about the problem or the setup for this project. So I was first introduced to the Anita Blake Vampire Hunter series at the age of 18, at the age of 13, and quickly became fascinated by the plotline and characters. From a very early age, I eagerly awaited the release of each novel in the series and fondly recall writing some of my high school book reports on this topic. I used to lend out copies of the books to anyone who would read them, and I would spend my lunch hours and bus rides commuting to high school discussing them with my friends and asking them if they had met specific characters. This, it turned out, would be a pattern that I would repeat for the next 20 years, for I've gifted or lent out copies of the books to colleagues and acquaintances alike. And in addition, up until the release of Serpentine in August 2018, which was in the middle of my doctoral studies, every time a new book was published, I went back and reread the series from the beginning. So after approximately 20 years of engaging with the series, reading each book anywhere from a minimum of 2 to 40 times or more, it's safe to say that not only am I a fan of the series, but also an expert in the intricate details of its character and plot development. Ubiquitous presence in my own life, it's perhaps not surprising that I recognize similarities in the legal framework and treatment of the transmission of vampirism and lycanthropy that exists in the novels when learning about the role of consent in Canadian criminal law while pursuing my law degree at Queen's University. A little over a year later, as a legal intern with the Human Rights and Law Division of UNAIDS, which is the joint UN program on HIV and AIDS in Geneva, Switzerland, I saw firsthand the work being undertaken to eliminate the differential and often discriminatory treatment of those living with HIV and AIDS. In particular, I was struck by the challenges that arose when working with stakeholders that did not, for example, fully recognize LGBTQI2+ rights or the rights of women, and therefore the need to frame HIV and AIDS policies in a more palatable context using a different rights-based narrative. So labor rights or the rights of children, for example. I began to wonder whether fictional representations of characters living with disease and illness or disease and illness-like conditions could be one of those alternative frames, but it was beyond the scope of my work at UNAIDS at the time, as well as beyond my legal studies. So my doctoral research project has, at long last, afforded me the opportunity to explore this question. And with that in mind, my study of the series is not only rooted in media studies theory, but also a nuanced understanding of the legal and public policy framework that pertains to HIV and AIDS. I would also argue that my extensive knowledge of the series, built up through more than 2 decades of readership and fandom, has been an asset to my analysis. Fandom activities and academic scholarship are, after all, quite similar. They both assume that a text or phenomena is neither ethereal nor trivial, and they're both premised on the idea that a particular topic or text is worth engaging with.
So this research project is really about more than just vampires and werewolves. It's about exploring a long-running, successful New York Times bestselling series and understanding how popular culture, and in particular storytelling and metaphors, can be used to educate, challenge, and hopefully change misperceptions and improve the lives of those living with HIV and AIDS, and by extension, other transmittable chronic illnesses and diseases, by reducing the stigma that they encounter in their everyday life. So where do we start this study? A good place to start is to develop an understanding and to really think about what stigma is. Stigma has long been associated with disease and illness, whether those illnesses are communicable or non-communicable, chronic or acute. Among others, stigma has been linked to infectious diseases such as tuberculosis, SARS, Ebola, the Zika virus, measles, as well as genetic and non-communicable illnesses such as cancer, Alzheimer's, and multiple sclerosis. In a medical context, stigma can sometimes be productive. So physical signs of disease, such as lesions, bleeding, rashes, as well as other so-called sick behaviors, such as sneezing and coughing, quickly help everyday people and medical professionals identify and segregate the infected from the uninfected and determine those most in need of urgent treatment. This can limit the spread of disease and save lives. Health-related stigma can also result in counterproductive outcomes when it discourages or undermines public health interventions and efforts, such as testing and treatment. In these instances, stigma goes from being evolutionarily beneficial to detrimental because it stops reducing risk. Now, disease-related stigma is, however, not limited to physical signs and behaviors related directly to disease and illness. It also takes place in non-medical contexts. So what is stigma? Link and Felin argue that stigma arises when labeling, stereotyping, separation of us and them, status loss, and discrimination co-occur in a power situation. After further inquiry, I found that this description of the stigma process relies on several flawed assumptions. So first, that stigma only arises in power situations when it could in fact occur between equals. And second, that the elements of stigma, that Link and Felin suggests that the elements of stigma happen simultaneously rather than a sequential process. This actually doesn't account for the foundation upon which labeling, stereotyping, and the separation of them and us is based upon, which is the recognition of a difference, nor does it take into consideration the possibility of productive stigma outcomes due to the negative connotations commonly associated with status loss and discrimination. To better understand the operation of stigma, and in particular health-related stigma, my dissertation conceptualizes stigma as a sequential process that begins with the recognition of difference between two or more groups or individuals, and it also leaves open the possibility of both productive and counterproductive stigma outcomes. So using Link and Felin as a starting point, the stigma process model that I rely on in my dissertation also incorporates the work of Jones and Corrigan and Erving Goffman. In the context of health-related stigma and arguably all other stigmatized groups, stigma process leads to the creation or the treatment of a new identity of a stigmatized group. And so the model that you see in front of you also recognizes this, but it recognizes further that not all differential treatment rises to the level of stigma or stigmatization. Now, I recognize that I haven't yet provided a definition for stigma. And a good way to start there is to, oh, sorry, Eliza, next slide, please, to think about different types of stigma that have been identified in previous research. So two types of stigma identified in both health and non-health related contexts are enacted stigma and felt stigma. Enacted stigma refers to formal or informal sanctions, such as discrimination or prejudice, that are applied individually or collectively to a stigmatized group. Felt stigma, on the other hand, has been defined as the feelings of shame, guilt, or fear experienced by a stigmatized group or person that result from the enacted stigma. But those aren't the only definitions or types of stigma that are identified in previous literature. In addition, other types of stigma that have been identified are structural stigma, public stigma, label avoidance, and stigma management. Jones and Corrigan in 2014 singled out label avoidance as a type of stigma upon digging into the definition that they provided for that, which is when a stigmatized group or individual declines
or refuses to engage with specific types of services in order to avoid being labeled or stereotyped. And after reviewing different types of stigma-related behavior, I put forward the notion that stigma management is a much higher level category rather than label avoidance, which is an example of stigma management. Next slide, please. And so in order to test out these categories and to get a better understanding of the behaviors that would constitute stigma, I looked at HIV and AIDS and the experience of people living with HIV and AIDS in the real world as a case study. And I found that there's different types of stigmatizing behaviors that arise from living with HIV and AIDS. So to give you a bit of background, the first cases of HIV and AIDS were reported in the early 1980s. It has since moved from a fatal to a chronic condition due to advances in medication. There are still lots of people living with HIV and AIDS in the world, despite having 40 years of the pandemic or the epidemic, depending on how you choose to characterize it, behind us. And in 2019, so pre-COVID, new HIV and AIDS cases increased by 1 million. Now, thinking more locally in Canada, there are just over 60,000 people living with HIV and AIDS, but the incidence rate of new HIV infections has started to rise again. Further, we still see the occurrence of stigma with regards to people that are living with HIV and AIDS. That number has held consistent for quite a while, around 12 to about 16%. And a really great a quote that I found in doing my research emerged from a news article talking to a doctor from Montreal Public Health, showing that misperceptions of HIV and AIDS still exist. So with that background, sorry, Eliza, next slide, please. I began digging into the different types of stigma that people living with HIV and AIDS experience. Coming from working at UNAIDS, I was very aware of criminalization of HIV, the different migration and travel restrictions that some countries will impose on people living with HIV and AIDS. But we also see a long history of differential treatment in the medical system, especially early on in the HIV/AIDS epidemic, when those living with HIV and AIDS were segregated from those without, and their actual bodies were separated. Violations of confidentiality, so that has to do with disclosure of someone's HIV positive status primarily. Different types of public stigma that have emerged. There have been cases in the States, for example, where a dentist was accused and lost their practice on the premise that they had passed HIV to one of their clients. We see a lot of double stigma related to HIV and AIDS because of the different populations that have traditionally been associated with the medical condition, as well as the employment discrimination. So those are some types of stigma that are kind of thrust upon or targeted towards people living with HIV and AIDS. As a result of those stigmas, people living with HIV and AIDS often experience self-stigma, so blaming and shaming, failure to disclose their status because of fear of rejection. They'll come to mistrust some of our public institutions. This occurs a lot as a result of criminalization, for example, where disclosure of one's HIV positive status could be required. It has been in the past. The law in Canada has evolved a little bit, so now there's circumstances where that's not the case. But there's fear and mistrust of institutions and of disclosure. And as a result of these self-stigma, we see a lot of stigma management practices emerging from people living with HIV and AIDS. So label avoidance, protective silence or non-disclosure, those are some of the counterproductive stigma outcomes, but we also start to see self-compassion, group mobilization, and expertise. And so, well, generally speaking, the majority of stigma behaviors result in counterproductive stigma outcomes. There are some productive stigma outcomes that emerge. And so I was really interested in getting a better understanding of how to change the narrative surrounding stigma. Communications and health-related interventions are a tool that are used in pretty much every public health crisis, and they have been shown to play a role here. Next slide, please.
So how have health communication interventions been used with regards to HIV in the past? Early press coverage of the epidemic was found to increase public awareness and knowledge about HIV and AIDS, generally speaking. And in particular, when NBA star Magic Johnson, who's on the screen in front of you, held a press conference in 1991 announcing that he was HIV positive, the news coverage that repeated this really helped to increase public knowledge of what HIV was and was not. And there's a lot of research that's been done already about both fictional and non-fictional HIV-related health communication interventions. And so while they have been shown to increase knowledge about how HIV and AIDS is transmitted and what the difference is between HIV and AIDS, a lot of fictional representations nevertheless simplify or inaccurately convey a lot of issues regarding HIV and AIDS. And so they've been found to actually be somewhat detrimental to the communication of HIV and AIDS related issues. And this is in part because of some of the sensitive and more controversial elements related to the disease. So for example, in the early 1980s, as well as in the 1990s, it was often deemed taboo and offensive to discuss drug use, homosexuality, safe sex, and prostitution, among other topics in the media. And so those topics were avoided. And as such, it really had a negative effect on the completeness of the information that was being conveyed. Next slide, please. With that said, popular culture in particular still plays an important role for social change. Part of this has to do with social cognitive theory, which says that we learn through the media. And there are specific features of pop culture, so such as the film Philadelphia, that help to reinforce these kinds of messages. Repetition, so seeing a narrative again and again can help to make that narrative stronger. Popular culture has the ability to generate emotions and empathy. This often occurs through storytelling. So if a story pulls us in rather than pushes something at us, like a lot of health communication interventions do, we're more likely to relate to it and internalize it and believe it. And in particular, with regards to topics such as HIV and AIDS, where there are more sensitive, uncomfortable, or taboo related aspects that you're trying to communicate, metaphor can be found to play a very important role. And so that brings me to the discussion of monster metaphors in particular. Monster metaphors have been linked to health-related topics in the past. Zombies in particular have a long history of being associated with the spread of quick transmitting illnesses and diseases. They also have a lot in common with transmission methods. So biting, for example, they've been compared to rabies, Ebola, and those kinds of conditions. There are some downsides to using monster metaphors in the context of health-related communication interventions and zombies. There's been studies that have been shown that comparisons between zombies and patients with Alzheimer's can actually have a detrimental effect on how people living with Alzheimer's are treated. So they are marginalized, discriminated against, and dehumanized because of this association. But yet these metaphors are still being relied on. The CDC, for example, used zombies in public health in crisis communication campaigns. So with regards to emergency preparedness, and we're still able to watch these narratives or read about these narratives and see associations. And with that in mind, knowing that the zombie metaphor is much more well suited to quick spreading illnesses and diseases, it's no longer well suited for conditions like HIV and AIDS, which are now chronic rather than fatal, and which can take a fairly long incubation time. And so that led me to explore the use of other monster metaphors in this regard, in particular vampires and werewolves. Now, I'm not the first person to make a connection between vampires and werewolves and HIV and AIDS for similar reasons as zombies. So vampires and werewolves
as well as HIV and AIDS, have similar transmission mechanisms. They're also hypersexualized, generally speaking, and can be associated with certain types of marginalized identity groups, just like HIV and AIDS can. There's a lot of explicit language in vampire films, for example, that do associate those conditions with diseases. In Blade, the film, Dr. Karen Jensen tells the vampire Deacon Frost that, quote, vampires like you aren't a species, you're just infected, a virus, a sexually transmitted disease. So having these messages come across in the screen does have an impact. And that's where the Anita Blake vampire series really comes in. The series spans 29 novels. There is an evolution of the legal treatment of the characters that take place, the conditions that take place in the series. And that's really what I was interested in unpacking in my study. Next slide, please. So what I've gone ahead and done here is I've actually used the behaviors and the different types of stigmatizing behavior that exist in the real world outside of Anita Blake, and I've coded the majority of the novels. I still have a few more to go in order to get a better understanding of how accurate, for lack of a better word, the representation is in the series. And I've done this to explore two primary research questions. So my research questions were, oh, I lost that. Oh, thank you. My research questions were, what structures need to be present in these kinds of narratives to fully account for the stigma experience of people living with chronic infectious diseases such as HIV and AIDS? And when those structures are present, what stigma outcomes can they generate? So I've gone through the novels and I've been coding for this using this stigma model that I've adapted from Lincoln Fallon and Jones and Corrigan and Goffman to see to what degree these structures are present in the novels, how they evolve in the novels, how the characters themselves from different types of backgrounds are treated. I've also looked for the amount of references to transmittable diseases that are present, explicit and implicit, and I've coded for HIV and AIDS, sexually transmitted diseases in particular. What I've been able to show so far, and as I mentioned, I have a few more novels to finish coding and go from there. But what I've noticed so far is an increase in explicit references to HIV and AIDS, to sexually transmitted diseases, especially as the main character herself evolves. So she starts out the series as more of a stigmatizer in the context of these diseases, and then becomes the stigmatized. And so thinking about storytelling, the use of popular culture, what we actually see is the evolution of a character, and the audience or the reader is along for that journey, assuming that you're reading all of the novels in this series. And we also see an evolution in the legal system itself. So vampires begin the series as legal citizens. Werewolves and people infected with lycanthropy are kind of on the outside. They're seen as human, but not human. And I've done comparisons between the treatment of vampires and the treatment of werewolves from a stigmatization discrimination perspective. And the preliminary conclusions that I've reached so far are that, there's research that shows that zombie narratives can teach us about pandemics, and vampire and werewolf narratives, this is what I argue, can teach us about chronic illnesses, but only when there is this, or they're only effective, they may only be effective when they have extensive world building and an emphasis on stigma. And so the Anita Blake Vampire Hunter series is one example of these narratives. There are certainly other vampire werewolf narratives out there that could be examined using similar criteria, but essentially how this works in Anita Blake is by walking the characters and by extension the audiences
through the various stages of the stigma process by showing that you can have productive and counterproductive outcomes that result from stigma. It also teaches resiliency to those living with disease and illness, and compassion and understanding to those who encounter it. In order to do this, you really do have to show stigma in all of its forms, which is something that's done in the series. And you also need to have a presence of a mirror image to a greater or lesser extent of medical, legal, and social structures that exist in real life situations. Perhaps in closing, I would add that I do recognize that the series spans from 1993, so we're looking at nearly 30 years of writing. In the middle of a health crisis, planning for a 30-year communication plan probably isn't a very effective mechanism, but it is nevertheless important to think about how alternative communication tools could be used to change perceptions surrounding illness and disease. Thank you very much. And thank you, Eliza, for your help with the slides tonight. Not a problem at all. Thank you very much, Jennifer. Another insightful and stimulating presentation. Nous allons maintenant passer aux questions. Si vous avez une question, vous pouvez soit lever la main en utilisant le bouton de réaction, et quand je t'appelle, ouvrir votre microphone, ou si tu préfères, tu peux taper vos questions dans le chat. We'll now open the floor to questions. If you have a question, you can either raise your hand using the reactions button, and when called upon, open up your microphone, or you can type your questions into the chat. Est-ce que je peux aller le premier parce que je dois quitter dans quelques minutes parce que j'ai un cours tout à l'heure. And I just wrote in the chat that I see certainly a lot of connections between Florian's and Jennifer's presentations, and they are both very interesting. But I have a question for Jennifer. That is, okay, I think we agree that, well, I hope, I mean, maybe we don't agree, but I hope we learn something from the HIV/AIDS pandemic. Actually, it's still a pandemic. I mean, officially, if you define pandemic as, an infectious disease that is taking place in at least 2 different regions of continents, I mean, AIDS is still a pandemic, but okay. But I would like to hear you about this idea that, now you're doing this research when we are in the middle of a pandemic, where we don't have a clear idea when this will end. And then is there something that we can learn from all these metaphors and the way we told the story about AIDS? In the context of COVID-19. Well, yes, in the context of yes. COVID-19, yes. So thank you for that very great question. I think so. I think we can learn something from metaphors, but I would also say it's not just about metaphors. It's about thinking about how alternative, perhaps more non-traditional health communication interventions could be conducted. And so when COVID-19, for example, first really emerged in North America last year in March of 2020, there was a rise in the popularity of certain types of films on Netflix and iTunes and all those viewing platforms. A Contagion, which isn't a metaphor necessarily, it's more of a fictional account of a real life, exaggerated fictional account of a real life situation, quickly climbed to #1 on Netflix and other viewing platforms, which I think shows that that audiences and members of the public, everyday citizens, are looking for information about disease and illness wherever they can find it. And if that is in popular culture, if that is in metaphors, then we also need to be very conscious of
the messages that are being conveyed through those channels. I think that they provide a tool that could be harnessed and used in a certain light. But I also think that they, risk increasing certain types of stigma treatment, for example, which is what I look at, but in the context of COVID-19 mania and fear and hysteria, which I think we saw at the beginning of the COVID-19 pandemic with, mass buying and the shelves being emptied. We see that in Contagion as well. So I think I'm focusing on metaphors primarily, but I think it's a broader topic to think about with regards to popular culture. All right, good. And just a quick question for Florian before I go. Et là, je vais la poser en français. Je vois un peu de personnages qui sont déjà très connus. Donc, il y a, par exemple, la femme barbue, l'homme le plus fort, etc. Et même le nom de Mordrake, ça me renvoie à Mandrake. I don't know if you... Oui, d'une certaine façon. Oui. Donc, mais c'est comme une... Mais avant, c'est-à-dire l'époque, disons la fin du 19e, début du 20e siècle, on ne voyait pas, bien sûr, ils étaient des freaks, mais on ne voyait pas ces gens-là comme des gens qui, comment est-ce que je peux dire, des gens qui problématisaient un peu la société en général. C'était les exceptionnels, les gens qui sont plus rares, plus bizarres. Mais ici, là, tu parles comme des gens qui vont, d'une certaine façon, problématiser la question même de l'identité. Pas seulement de l'identité queer, mais de l'identité en général. Donc, tout le monde va se questionner. Mm-hmm. Non? Est-ce que j'aimerais t'entendre là-dessus? Parce que ce n'est pas seulement le freak. C'est plus que ça maintenant. Aujourd'hui, la lecture est différente. C'est ça que je veux dire. Bah, je ne sais pas vraiment comment étaient perçus les freaks au 18e, 19e siècle, mais il me semble quand même qu'il y avait un rapport très émotionnel, très très intense à certaines personnes atypiques ou avec des déformités, avec des handicaps vraiment prononcés. On parle, qu'on dit, dans le contexte anglo-américain durant l'époque victorienne, où il y avait une espèce et ça on en parlait souvent avec Jennifer, c'est la figure du monstre, c'est une figure qui répugne et qui attire tout autant aussi en même temps. Donc je pense que les freaks, pour dire ça de façon très respectueuse aussi, donc les gens considérés comme monstrueux à l'époque, avaient déjà vraiment ce pouvoir de répulsion et attraction simultanément. Je ne suis pas un expert en culture victorienne, mais ma lecture à moi de cette saison 4 de American Horror Story, c'est une lecture très queer, évidemment, mais l'essence de queer, c'est de remettre en question, de déstabiliser toutes les identités, quelles qu'elles soient, Voilà. l'identité sexuelle, de genre, l'identité physique, l'identité nationale, et tous les dogmes, toutes les règles réellement, donc à des degrés différents, d'une façon différente, on est d'accord. Donc, je pense que le monstre a un potentiel queer gigantesque. C'est entre autres pour ça que dans les années 40-50, quand le code Hayes, le code de censure, était très très puissant aux États-Unis, on faisait appel à la figure de monstre pour exprimer des choses qui étaient, comment dire, imprononçable sur un grand écran. Donc, quand, par exemple, on voulait parler d'homosexualité, de queerness, de bisexualité au cinéma à l'époque, très souvent, dans les films de série B, par exemple, on faisait appel aux monstres, on faisait appel aux loups-garous, on faisait appel aux vampires pour parler d'homosexualité. C'est ça. Ou même au désir sexuel. Oui, voilà. La mouche, par exemple, je me souviens, la mouche, c'était le désir sexuel, c'est ça. Par exemple, et beaucoup de films de vampires des années 40 aussi sont des métaphores assez évidentes quand on les regarde au XXIe siècle, des métaphores assez évidentes sur l'homosexualité ou la bisexualité. J'ai eu cette conversation il n'y a pas très
pas très longtemps, ne serait-ce que hier, et là, il y a quelques jours quand j'ai rencontré Oumema, d'ailleurs, je crois, c'est que très souvent on voyait quand il y a des films qui se passent dans des laboratoires, où un gentil professeur qui finalement va créer un gentil monstre ou un gentil loup-garou qui a 25 ans, 30 ans de moins que lui, et le professeur aura une relation très affectueuse avec lui. Bien sûr, c'est toujours un loup-garou et un professeur du même genre, hein, de même sexe. Donc, il y a toujours des sous-entendus, des connotations sexuelles derrière. Donc, la figure du monstre est fondamentalement queer, dans le sens noble du terme. Parfait. OK. Merci beaucoup. Hein? Merci. Thank you, Jennifer et Florian, et merci, Eliza. Et donc, on continue avec la série. Bye-bye. Merci beaucoup. Was there any other questions? Otherwise, I can move on to the chat. Okay, Dr. Strangelove? There's some issue with your audio, I think. We can't hear you. I'll do a chat question in the meantime. So Louise has asked for Jennifer, what is the point of view from which the book series is written? Thank you for the question, Louise. So the book series is written from the point of view of the protagonist, so Anita Blake, who is a vampire hunter, zombie raiser, multi-law enforcement official, and she plays the role of narrator, as well as like we get to see her dialogue. So that's something else that I've been coding for also, is to see, I've been coding who the stigmatizer is, and so if she's paraphrasing someone else's comments or dialogue, or if she's actually engaging in the dialogue herself. Great, thank you. Do we have any other questions for either of our presenters? Let me see, am I coming through now? No. Yep, you're good to go. Oh, I'm good to go. Sorry for that. Jennifer, you mentioned the occurrence of AIDS being referenced in the literature you're looking at. I'm wondering about the frequency. Does it occur later on in the story? Does it build those references? Is it consistent throughout? And have you found any patterns in relationship to what's going on when AIDS is explicitly mentioned in the storyline? Thank you for the question, Dr. Strangelove. So in the earlier novels, it occurs less frequently. And I've been coding for explicit versus implicit, as well as like the specific language. And I've been coding to see if it happens in a context that's sexual in nature or outside of that as well. For the most part so far, and again, I'm still coding, I've got a few novels left. The references to AIDS seem to be increasing, and I would say the sexual nature of the conversation also seems to be increasing. It's not always the case. There's references to AIDS, for example, when talking about discrimination. So the Anita Blake will make comparisons to the treatment of AIDS and the treatment of lycanthropy with regards to employment discrimination. So werewolves aren't allowed to teach children or are frowned upon for teaching children, and so they are often in hiding, and they might lose their job if they come out, essentially, or if their status is discovered. So there are non-sexual references to AIDS, but it does seem to be get more explicit, and it does seem to increase. One more quick one, if I may. Yes, go ahead. Jennifer, could you talk a moment about the coding
platform that you're using, program, just the name of the program, and a very quick outline of your method. Yep, so I'm doing that old school. I am coding manually, so I'm not running it through NVivo or any of those kinds of softwares. I have my coding book or my coding key, which is essentially the different types of behaviors diagram that I've built. And so I code for step in the stigma process first. And then if it is stigma, then I code for the types of stigma that it is and the specific behaviors that arise from it, as well as the character, the to and the from groups. So who's doing it, what group are they part of? I've been coding for gender as well, although I think that that will be a later paper. I'm not finding that to be particularly relevant to this project that I'm currently working on. And then in terms of how I'm calculating that, I'm using Excel and looking for incidents, but I'm also, the incidents I think is important, but it's not the primary focus. I'm really keen on the nuances, like the qualitative aspects of it. So actually taking out passages and working with that. And so one of the things that I've done, and I didn't get a lot into my results, I kind of jumped to the conclusion. But one of the things that I find really interesting is the emphasis on language. I believe and I argue that there's a difference between differential treatment and stigmatizing treatment, and that sometimes differential treatment is actually, it serves an informational purpose. It could also serve not a descriptive purpose, but just trying to correct the imbalance. So it's like different types of equality. There's substantive equality, and then the other one is escaping me now, but the other type of equality where it's not that everyone is equal, but everyone has the same opportunity. And so I'm coding for those kinds of things. And there's some really interesting passages where when you look at the language that the author uses, whether it's narration or dialogue that's happening, use of the word the vampire, for example, after we already have a character's name, is quite deliberate, and it has an effect on the step in the stigma process. So I'll go through and I'll pull out those pieces and I'll examine them, and then I'll remove the vampire and put in the character's name instead, and consider what that effect has on the reception, on the potential reception of the passage. I'm not interviewing anybody. I'm not doing focus groups or surveys or anything like that, but I am spending some time reflecting and interpreting the language choice that's being used. Thank you. Thank you. Excellent. Thank you, everyone, for your questions so far. If we have no other questions, we will wrap it up for this first lecture series of the semester. So a big thank you to both of our presenters this afternoon for taking the time to share your work with our faculty and students. Merci beaucoup à tout le monde d'être ici cet après-midi. Je souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Merci Eliza, merci à Florian, merci à tout le monde. Bonsoir.